Regardons la situation avec l'œil de l'investisseur. À présent, Hubert Lemoine est à mes côtés en plateau pendant cette demi-heure. Directeur des investissements de Schelcher-Prince Gestion. Bonjour et bienvenue Hubert. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, dans le sillage de l'exposé de Bastien, très complet. Comment vous regardez la situation de marché sur le plan obligataire, notamment par rapport aux informations disponibles aujourd'hui ? Alors très clairement, on a, et Bastien le rappelait très bien, les anticipations de normalisation monétaire sont très fortes aux États-Unis. On attend un peu plus de 10 hausses de taux jusqu'au début de l'année 2023. Et donc, même si on s'inquiète un petit peu du rythme, à savoir si c'est 0,50 ou 0,75 centimes demain soir, qui correspondra à la décision d'ajustement du taux court de la Réserve fédérale américaine, on imagine qu'on a des taux qui vont converger début 2023 vers un niveau de 3%. Voilà. Et aujourd'hui, on a une courbe, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir du 2 ans américain, on a des taux qui sont tous à peu près autour de 3%, ce qui veut dire que globalement, on devrait arriver en début d'année avec une courbe relativement plate et que, quelque part, le ralentissement du rythme de croissance de l'économie commence à être pricé par les marchés. Voilà. Et donc, c'est peut-être ce qui pourrait modérer un petit peu la Réserve fédérale américaine dans ses velléités de normalisation. En tout cas, ce qu'il est important de constater, c'est qu'elle reprend la main et qu'elle se donne des cartouches pour une éventuelle crise future. Voilà. Mais à un moment, effectivement, alors le timing de ce moment est important, mais difficile à définir, mais vous dites, à un moment, oui, la Fed ne sera plus aussi agressive qu'elle l'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un rythme d'inflation qui est très élevé. Ouais. Il nous semble qu'il y a beaucoup d'arguments pour militer pour un point haut, en fait, sur ces niveaux d'inflation. Et pour le coup, très vraisemblablement, ça pourrait pousser la Fed au cours du troisième trimestre à revoir un tout petit peu sa volonté de normaliser les taux à la hausse. Voilà. Donc, on a l'impression, en tout cas, qu'il y a pas mal d'éléments pour justifier ce pic d'inflation, notamment le ralentissement en Chine, qui est très important. Pour le coup, on l'a vu au travers des indicateurs PMI chinois qui sont tombés ce matin et qui étaient très faibles. On le constate aussi en Europe avec une inflation subie qui, pour le coup, fait très clairement baisser les perspectives de croissance en zone euro. Et inévitablement, alors c'est un peu moins prégnant aux États-Unis parce qu'il y a une croissance des salaires et donc pour le coup, il y a une capacité à consommer, une illusion du salaire nominal qui pousse les Américains à continuer à consommer, à continuer à s'endetter, et vraisemblablement des éléments qui peuvent peut-être un petit peu se calmer. Voilà. Oui, la partie chinoise, c'est intéressant parce que beaucoup regardent évidemment de très près là aujourd'hui ce ralentissement chinois qui n'en finit plus. Oui, à un moment, ça se verra dans l'inflation globale mondiale. Quand on sait le poids de la Chine, notamment sur les marchés de matières premières, par exemple. Très vraisemblablement, et surtout ce qu'on constate, c'est que historiquement, la faiblesse du yuan et puis la force du dollar ont été des facteurs effectivement désinflationnistes. Et donc, aujourd'hui, le dollar apparaît comme le grand vainqueur de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, et puis d'une croissance économique qui reste encore à peu près immune face à la crise européenne que l'on connaît ou à la crise chinoise actuelle avec le retour de la pandémie. Donc voilà, donc on est vraiment dans un contexte où finalement cette force du dollar pourrait calmer un petit peu les forces inflationnistes et pour le coup, en tout cas dans une deuxième partie de l'année, modérer un petit peu la volonté de normaliser de la Réserve fédérale américaine. Bon, et quand on anticipe ces phénomènes de stabilisation, effectivement, enfin ces stabilisateurs automatiques d'une certaine manière, enfin ces forces de rappel par rapport à l'envolée de l'inflation, en termes de stratégie d'investissement, à la fin de la journée, quand il faut prendre des décisions, est-ce qu'on est toujours autant positionné pour le risque inflation, c'est-à-dire être peut-être très à l'écart des marchés obligataires, de la correction des marchés obligataires, ou est-ce que déjà on est dans l'anticipation de ce qu'on est en train de décrire, qui est peut-être le chapitre suivant là pour le schéma macroéconomique mondial ? Alors, vous avez un marché d'anticipation d'inflation que vous pouvez jouer et que vous pouvez investir dans vos fonds obligataires ou fonds multistrates. Et donc, pour le coup, on est sorti de ces stratégies d'anticipation à la hausse de l'inflation. Et ce qu'on constate d'ailleurs depuis 2-3 semaines, c'est que ces anticipations ont plutôt tendance à refluer. Et devant cette normalisation accélérée de la Réserve fédérale américaine,
Et devant aussi, et c'est le cas depuis février, fin février aussi avec la crise ukrainienne, on constate qu'il y a un reflux de ces anticipations d'inflation. Donc on sent bien que c'est plus forcément totalement d'actualité, qu'il y aura un petit peu moins de momentum aujourd'hui sur ces stratégies. On imagine aussi que finalement la perception, le sentiment de richesse des ménages avec la baisse des actifs risqués peut peser un tout petit peu aussi sur cette volonté, ces velléités de consommation et sur ces perspectives inflationnistes. Donc ça fait très clairement pas partie des stratégies que l'on implémente aujourd'hui dans nos portefeuilles. Et pour le coup, alors qu'on était plutôt très court en sensibilité, en duration dans nos portefeuilles, là on a tendance à les augmenter de façon importante pour essayer de capter justement ces niveaux de 3% que vous évoquiez sur le 10 ans américain. Et on essaye de le faire peut-être de façon un petit peu plus, j'allais dire intelligente, mais c'est un peu prétentieux, mais en tout cas en utilisant le dollar comme monnaie de protection, voilà, en mode risk-off. Voilà, donc le dollar pour nous est un moyen, s'il y a un ajustement monétaire encore plus dur qui pousse les taux longs à monter plus haut, on aura le dollar pour nous protéger. Et donc c'est intéressant pour nous de se positionner sur le 10 ans en ayant... Sans être couvert du change. Exactement. Et parce que le marché est, vous le savez mieux que moi, mais parfois un peu binaire et parfois un peu violent dans ces renversements. L'idée hier, c'était celle de la reflation devenue le risque inflationniste. Est-ce que, de manière assez binaire, le coup d'après, c'est l'anticipation d'une récession? Est-ce qu'on passe d'un état à l'autre aussi rapidement? Ou est-ce qu'on est pour l'instant dans une forme d'entre-deux? Racheter ou reprendre de la duration sur l'obligataire américain, ça peut être vu aussi comme une position favorable si demain l'économie baisse beaucoup plus vite que ce qu'on anticipe aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, on ne pense pas être dans une perspective récessionniste. D'accord. C'est pas ce schéma-là qui vous guide? Non. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on parle plutôt de milieu de cycle. En Europe, le ralentissement risque d'être un petit peu plus prononcé avec effectivement la crise de l'énergie, et donc cette inflation qui est très subie. On constate quand même en Europe cette inflation salariale qui commence à démarrer, et donc j'imagine que c'est cette inflation salariale qui existe déjà aux États-Unis et qui favorise très clairement les couches sociales les plus défavorisées. Qui entretient cette illusion nominale, cette consommation. D'entretenir la consommation et va permettre en tout cas de pérenniser un petit peu la croissance réelle. Et donc, effectivement, il y aura vraisemblablement une différence entre croissance des actifs financiers et croissance réelle. Ouais. Et donc, le Bund à 1%, c'est légitime? Alors, on ne l'a pas vu depuis 2015. 2015, c'était le coup d'envoi du QI, il faut s'en souvenir. Vu les niveaux d'inflation, alors la balle maintenant est dans le camp de la BCE. Enfin, je anticipe un tout petit peu parce que effectivement la Fed parle demain. Mais si on va un cran plus loin, effectivement, 9 juin la BCE. Le 9 juin la BCE parle. Et pour le coup, elle va être obligée quand même d'agir un tout petit peu, même si le contexte est beaucoup plus compliqué, puisque la crise énergétique pèse beaucoup plus sur la croissance européenne, sur les perspectives de croissance européenne qu'aux États-Unis. Donc l'exercice est plus compliqué. Inévitablement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'avantage des États-Unis, c'est de reprendre un petit peu la main pour la prochaine crise. La BCE ne l'a pas encore fait, et elle manquera peut-être d'outils si jamais on retourne en récession, ce qui n'est pas du tout notre scénario. Oui, et puis l'idée que investir en dollars sans être couvert du change, c'est aussi en creux l'idée de la faiblesse de l'euro aujourd'hui, qui devient peut-être même un sujet important pour la Banque centrale européenne. C'est clair qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Ça vient alimenter effectivement l'inflation européenne, et donc elle est obligée de ce point de vue-là de réagir aussi un tout petit peu. Et on peut penser aussi qu'on a eu pendant des années des taux négatifs et on n'a pas eu forcément une stimulation de la croissance extraordinaire. Donc je ne suis pas persuadé qu'effectivement une remontée des taux puisse casser la croissance de façon importante. Et ça poussera peut-être même les agents économiques à anticiper leurs achats ou leurs investissements dans la perspective de hausse des taux que l'on pourrait voir à l'avenir.
C'est ce qu'on a vu alors derrière le mauvais chiffre de croissance aux États-Unis au premier trimestre, il y avait cette résilience de la consommation et il y avait cette poursuite de la dynamique des investissements privés, notamment du CAPEX. Donc il y a quand même... Complètement. Il y a des enjeux d'investissement très forts aussi pour les entreprises des pays développés qui, pendant de nombreuses années, ont délocalisé leurs investissements. Aujourd'hui, avec tous les enjeux environnementaux, effectivement, il y a une volonté de relocaliser les industries. Donc c'est pour ça que il est vraisemblable qu'on continue dans les déficits budgétaires avec la volonté de stimuler effectivement ces investissements. Il faut effectivement que ces déficits budgétaires se financent à taux réel négatif pour que finalement on rembourse quelque part en monnaie de singe. Bon. 1% nominal sur le 10 ans allemand, oui, ça nous met des taux réels qui sont toujours négatifs. Proche de moins 2%. Et voilà, très négatifs. Et donc, ils ne sont pas à ce stade franchement inquiétant pour la dette, en tout cas. La soutenabilité, comme on dit, des finances publiques. En tout cas, je vais peut-être scandaliser certaines personnes en disant ça, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est adressable. Bah oui. Bon. Avec des taux réels négatifs. On va suivre ça, donc la séquence Fed demain soir, jeudi Banque d'Angleterre, et puis ensuite on se reportera au 9 juin pour la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Hubert d'avoir été avec nous en plateau pour ce décryptage de marché et quelques éléments sur votre stratégie d'investissement vis-à-vis des marchés obligataires américains notamment. Hubert Lemoine qui était avec nous en plateau, le directeur des investissements de Schellcher Prince Gestion, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.